welcome once again. Bienvenue. Je m'appelle Annie Pilote et je suis doyenne à la Faculté des études supérieures et postdoctorales à l'Université Laval et je suis également la présidente du conseil d'administration de la Fédération des sciences humaines. Au nom de la Fédération des sciences humaines et de l'Université McGill, j'ai le plaisir de vous accueillir à la première causerie, voire grand, du 93e Congrès des sciences humaines, façonné l'IA, Sustainable AI. Today, Jocelyn McClure and Céline Castet-Renard will draw on their work in ethics, regulation, and impacts on AI to consider how we can ensure a more responsible and equitable usage of this technology. They will be joined in discussion by moderator Anna Vartanian. Today's event will take place in English and in French, as well as American Sign Language and Quebec Sign Language. We will also be providing simultaneous interpretation and closed captioning in English and in French. Nous offrons aujourd'hui des services d'interprétation simultanée et de sous-titrage en anglais et en français. Interpreters and closed captioning will appear on the screen on stage and on the Zoom screen for those of you joining virtually. For those joining us in person, to access simultaneous interpretation, please scan the QR code provided in the room. Select your preferred language and press listen using your own earpiece. For those joining us virtually, you can click on the closed captioning button to enable captions. To use simultaneous interpretation, click on the interpretation button and select the language you would like to listen to. Pour utiliser l'interprétation simultanée, cliquez sur le bouton Interprétation et sélectionnez la langue de votre choix. If you are joining us virtually, we recognize that the following land acknowledgement might not be for the territory that you are currently on. We ask that if this is the case, you take the responsibility to acknowledge the traditional territory you are on and the current treaty holders. We begin by acknowledging that McGill University, where we are gathered today, is on land which has long served as a site of meeting and exchange between Indigenous peoples, including the Haudenosaunee and Anishinaabe nations. The Haudenosaunee and Anishinaabe people have long ties to what is now the island of Montreal. Kaweno Tetiakon is a documented Ganegeha name for the island of Montreal. The city of Montreal is known as Jojage in Ganeangeha and Munyang in Anishinaabe-Mowen. McGill University is located closest to the Ganeangeha Nation communities of Kanawage, Kanesatake, and Akwesasne. Nous remercions et reconnaissons les divers peuples autochtones dont la présence marque ce territoire sur lequel nous nous réunissons aujourd'hui, ainsi que pour leurs précieuses contributions, passées et présentes. La série Voir grand au Congrès réunit des universitaires et des personnalités publiques pour aborder certaines des questions les plus pressantes de notre époque. Pour le Congrès 2024, la série amplifie le thème « Assurer nos avenirs communs », avec des conversations qui se penchent sur ce qu'il est encore possible d'accomplir ensemble et à ce qui doit être fait. Devant cet impératif vaste et complexe, afin de produire des solutions pour les générations actuelles et assurer les systèmes futurs. You can participate in the conversation on social media using the hashtag Congress with an H at the end. On behalf of the Federation and McGill University, I thank the series' leading sponsors, the Canada Foundation for Innovation and Universities Canada. Thank you all so much for joining us today. Please welcome Dr. Roseanne O'Reilly-Runte, President and CEO of the Canada Foundation for Innovation, who will introduce today's conversation. Bonsoir tout le monde. Merci Madame Pilote. C'était une très très bonne introduction du Congrès et du travail que vous avez fait avec tous les chercheurs et toutes les chercheuses à travers le pays. Et c'est mon plaisir maintenant de présenter les discours de ce soir. Mais d'abord, je vais vous dire ce que c'est que la FCI. I think most of you know what CFI is, but in case you don't, we have the mandate to
purchase infrastructure that will equip researchers in every discipline with tools and facilities they need in order to pursue ambitious ideas, to respond to emerging and sometimes urgent social and economic needs, to seize opportunities and create meaningful insights for solutions to Canadian society. We've always supported research in the social sciences and the humanities, but this year we've made a special effort to ensure that the humanities and social scientists of Canada feel welcome to apply for the infrastructure they need in an increasingly digital world. Congress provides a forum to discuss big ideas and to help advance our understanding of the evolving and complex issues that shape the culturally rich and diverse world in which we live. So congratulations to McGill University for hosting the event, for the Federation for Humanities and Social Sciences for organizing the Congress, and I really think they went way beyond what was necessary, because this morning, if you opened the Globe and Mail, you saw an article by Geoffrey Hinton, and on the topic of artificial intelligence and its impact on society. So what a great way to set up this talk. Thank you very much for that. Today's big thinking lecture, Sustainable Artificial Intelligence, perfectly reflects the theme of the Congress this year of sustaining shared futures. As we continue to explore ways to take on multifaceted challenges through concerted action across disciplines by focusing on unequal impact and on solutions, we note that artificial intelligence has grown in scale and prominence. And it's now our responsibility to ensure that the technology is used in an equitable and fair way. We are joined by two distinguished scholars for today's session. Jocelyn McClure, membre de la Société royale du Canada, est professeur titulaire de philosophie. Il a été nommé à la chaire Jaroslawski sur la nature humaine et la technologie. D'abord connu pour ses recherches en philosophie morale, politique et juridique, il s'intéresse aujourd'hui principalement aux questions philosophiques, spéculatives et pratiques soulevées par les progrès de l'intelligence artificielle. Ses récentes publications sont parues dans les revues telles que Minds and Machines, AI and Ethics, AI and Society. En 2023, il était professeur invité pour l'intelligence artificielle dans le contexte humain à l'Université de Bonn en Allemagne. En dehors du milieu universitaire, il a présidé à la commission sur l'éthique en sciences et en technologie, qui est un organisme consultatif du gouvernement du Québec. Il a également siégé au comité scientifique de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une déclaration qui a un impact énorme à travers le pays. Quand j'ai traversé le pays et j'ai demandé aux chercheurs qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle, la réponse était toujours on est fiers du fait que le Canada a fait cette déclaration, la déclaration de Montréal, et qu'on va être connu comme le pays qui respecte l'éthique en intelligence artificielle. Céline Castet-Renard is the research chairholder accountable for artificial intelligence in a global context at the University of Ottawa. She also holds a research chair in law, accountability, and social trust in AI, and it's named ANITI, Artificial and Natural Intelligence Institute at Toulouse in France. She's an expert member of the European Commission Observatory on Online Platform Economy. She's a former junior member of the Institut Universitaire de France and fellow at the Internet Society Project
the law faculty at Yale University. Her research generally focuses on the law and the regulation of digital technologies and artificial intelligence in a comparative perspective, especially the protection of personal data and privacy, e-commerce, ethical issues related to the regulation of autonomous vehicles, policing technologies, online platforms, and cybersecurity. That's quite a lot. She also studies the impact of technologies on human rights, equity, and social justice in a global perspective, particularly in the North-South relationships. The panel will be moderated by Anna Vartanian. She's the Director, Artificial Intelligence and Sustainable Development at MILA, Quebec Artificial Intelligence Institute. She spent more than 15 years, and I think she must have started before she graduated from elementary school, working for the United Nations, supporting developing countries in transitioning to green technologies. She joined MILA to help develop its sustainability strategy and focuses particularly on the use of artificial intelligence for climate change. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the panel. Thank you very much, Roseanne. Well, we have a very interesting topic today to discuss, sustainable AI. So we're going to try to approach sustainability from more larger societal perspective. And when it comes to AI, in the last few years, its fast deployment created a huge anxiety around it, but at the same time, of course, many of us have used ChatGPT, and we have altered our images with AI. But with that excitement and that novelty came also a lot of societal questions, from more global, existential, such as will AI take over the humanity, to more concrete and specific, can AI help some of their societal processes, or can it create some challenges for our institutions? And then in terms of privacy and human rights, what are the implications of AI? And on a more positive side, in my own work, we work a lot with climate change, so what are the applications of AI that can be useful for society? So there are a lot of questions, and I hope we can go through some of them today. And with this, I would like to give floor to Jocelyn. All right. Merci beaucoup, Anna. Hi, everyone. Merci beaucoup à la Fédération pour cette invitation. So we'll have a bilingual discussion today. I'll make a few remarks in English, and Céline will follow in French. All right. So as a philosopher, I'll want to submit to you a few distinctions just to try to figure out what's going on with AI today and what we should think about it. And very often, so I've been working on AI for now about 7 or 8 years, and I'm not a computer scientist at all, so I had a lot of work to do to understand progress in AI, why after a couple of decades where the research agenda was stagnating, why did it take off again? And I had to do some considerable work to figure it out. And sometimes I try to take a step back and say, okay, let's say that I didn't turn my attention to AI, and I would just, as a concerned citizen, listen to what is being said in the public sphere about AI, and I would be totally lost because it's quite dazzling what is being said, and people are defending very contrasting views on AI. Okay, so first distinction, if we want to think about the impacts of AI, how it will transform human life, we should distinguish between actually existing AI systems that are based on different machine learning techniques, algorithms. These are the AI systems that we use in many different sectors of human life. That's the
AI systems that are at the root of, say, search engines, social media, and other digital platforms. These are the AI systems that we can use now to make increasingly high-stake decisions in the judicial system, or by like police forces, or in human resources, and so on. These are the AI systems that are behind what we call generative AI now, so ChatGPT and other large language models, so that we can produce answers in different natural languages, such as English and French and so on, or that can produce content such as images, videos, and so on. So these AI systems, these are the ones that are transforming human life now in pretty much all spheres of human life. But when people talk about AI and about its impacts on human life, they often refer to what I call possible AI systems or AI technologies, right? So AI that we never saw, that were not conceived as of yet, but that are logically possible and that we could move toward them if progress is steady, but there's no guarantee that we will ever be there. And this is what is referred as AGI, artificial general intelligence, so human level intelligence, and sometimes we even talk about artificial super intelligence, right? So AI technologies, AI systems that would be cognitively even superior to humans. We often talk about conscious or sentient AI, right? So as far as we can tell, the algorithms that we use now, that we refer as AI systems, they don't feel anything. They don't have subjective experience. They don't have emotions. They don't feel anything. They cannot suffer, and so on. But many serious researchers, and there was a reference to the interview given by Geoff Hinton in the Globe and Mail in the past few days, and Hinton, who's a deep learning pioneers, right? He's one of the godfathers of the kind of AI that we now use. Thinks that it's a matter probably of years before we reach both artificial general intelligence, and he thinks that these AI systems, if they are not already, that they will be actually conscious or sentient. Okay, so that's from someone who's been instrumental in recent progress in AI. Okay, but one thing that we need to keep in mind is that we're not there yet, and there's no guarantee that we will ever reach that kind of state, okay? Because all the cognitive agents that are very sophisticated, like humans and non-humans, animals that we know, intelligence and consciousness are based on biology. Okay, these are properties that emerge in different living organisms that strive to survive and adapt to the environment, to their world, and so on. Okay, so it could be that the kind of multi-dimensional intelligence that we have, right? It's limited, but we build this civilization and so on with that kind of intelligence. That the multi-dimensional intelligence requires something like a body that connects us to the world, and the capacity to feel pain and pleasure, the capacity to suffer, the will to survive, and so on. So perhaps all these features of human and animal life are necessary conditions for higher forms of intelligence, like the one that we have. Okay, so when we think about, okay, is it true that AI is creating something like an existential risk for humankind? That's predicated on the idea that we will reach artificial general intelligence and perhaps conscious AI at some point in the near future. But there's absolutely no guarantee that that's even doable, right? We cannot exclude the possibility that we will get there, but there's absolutely no guarantee that machines can reach that state. Okay, so that's something that we need to keep in mind. Okay, now I'm not sure how many minutes I still have, but 2. Okay, good. As you can tell, I have something like what I call a deflationary view about these very strong claims made about the future of AI. But I want to add that, okay,
once we said that, we do have very powerful AI systems as we speak now. And large language models are very, very impressive, right? You can query them about complex topics, and they will give you sophisticated answers, okay? So actually existing machine learning-based AI systems, they do create very important ethical risks, and we do need to take these risks very seriously. So I don't want to downplay the risk of actually existing AI systems. And in my work as an AI ethicist, I think about AI's explainability problem, the fact that they are black boxes, right? They come up with outputs, but we don't know why they came up with that particular outputs. So that creates major problems when we use them to decide who's going to have a loan, or is eligible for bail, for instance, or who will be hired for a particular job, and so on. We cannot provide explanations for the outputs. They can be used in different ways that can lead to different forms of discrimination against members of different groups. That's something I'm sure that we will talk about today. We rely increasingly on generative AI, but we know that generative AI, even if very often they produce accurate answers, sometimes they make stuff up, right? They hallucinates. I think that it's better to think that they actually confabulates, right? They create answers that are very plausible and that are very well expressed at the level of syntax, but semantically sometimes they're off, right? They're inaccurate. So these tools can be used to generate disinformation, like massively at a very large scale. Okay, so we could go over the list of the kind of ethical issues that these systems raise, and we can use them. Some people are training generative AI to kind of create, digital avatars of a close one who died recently, right? So it's used in all spheres of our life, from the most political one to the most intimate one, and we don't know yet how that will change us, okay? So that's why I think we need to take AI very seriously, and Céline will talk about legal regulation. I think that that's required, but be that as it may, when we talk about possible, very strong forms of AI, there's absolutely no guarantee that we will ever be there. So let's focus on the kind of risk that the AI that we know actually create. Thank you. Thank you so much, Jocelyn. Céline, the floor is yours. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être ici, et je suis toujours ravie de discuter avec Jocelyn, donc c'est un vrai plaisir. Et je vais facilement rebondir sur ce que Jocelyn a dit, parce que nous sommes parfaitement d'accord. Occupons-nous d'abord des risques actuels de l'IA, et on verra si d'autres risques arrivent. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup de choses à considérer, parce que à mon avis, la problématique la plus importante pour les législateurs, les régulateurs et les penseurs de manière générale en ce moment, et d'essayer de trier entre les bénéfices de l'IA et les risques de l'IA, et essayer bien sûr de ne pas être trop restrictif pour empêcher les avantages qu'on peut en tirer. Notamment, on cite assez souvent le domaine de la santé, mais on sait aussi que des risques sont très importants dans le domaine de la santé. Donc il faut regarder un peu au cas par cas les types d'IA que l'on met en œuvre, les types de systèmes d'IA, les usages que l'on met en œuvre, et surtout la façon dont on conçoit ces systèmes d'IA. Et d'un point de vue juridique, ce que l'on peut d'emblée dire, c'est que ces systèmes d'IA viennent perturber le droit existant et obligent aussi à penser un droit spécifique à l'IA. Quant au premier point sur le droit déjà existant, en effet, quand on pense au modèle de langage par exemple, en effet, ce sont des modèles qui sont entraînés sur une grande quantité de données qui souvent sont moissonnées sur Internet ou dans différentes sources. Et ces données souvent sont protégées par des données en tant que données à caractère personnel par exemple, ou données protégées par le droit d'auteur, ou encore des secrets d'affaires. Donc on voit déjà qu'on vient porter atteinte à des législations déjà existantes. On peut aussi penser aux problèmes de concurrence, parce que évidemment ces acteurs de l'IA sont les mêmes acteurs que dans le numérique. On sait qu'on va retrouver
des modèles de langage, par exemple, comme Meta, qui sont, comme Llama, pardon, qui sont développés par Meta. On retrouve Google, on retrouve Microsoft, etc. Donc, les mêmes acteurs qui dominent déjà le numérique. Et donc, évidemment, on se dit que l'IA et toutes les possibilités de l'IA vont venir conforter encore des positions dominantes. Et donc, la place sur le marché, la question de développer des IA alternatives et des modèles peut-être différents est une question difficile parce qu'il faut énormément de ressources, énormément de données et énormément de moyens, ce qui rejoint la question d'ailleurs environnementale et la question de la frugalité de ces modèles. Il faut peut-être aussi penser à une IA qui soit pas nécessairement gourmande et faire des choses autrement. On sait que des plus petits modèles de langage, par exemple, peuvent être développés. Et donc, il faut aussi intégrer des enjeux environnementaux et peut-être aussi demander à ces acteurs un petit peu plus d'efforts sur ce point-là. Alors, au-delà du droit déjà existant, bien sûr, la vie privée, les données personnelles, on peut penser aussi à des risques d'une société de surveillance, parce que des outils d'IA comme la reconnaissance faciale, par exemple, qui seraient déployés à grande échelle dans des espaces publics, évidemment portent atteinte aux libertés, liberté de manifester, aux libertés d'aller et venir, etc. Donc beaucoup d'enjeux de droits humains, de droits fondamentaux. Et donc par rapport à l'ampleur et aux caractéristiques de l'IA, aujourd'hui, on considère qu'il est temps d'adopter une législation. Ce qu'a fait l'Europe, l'Europe vient d'adopter un grand règlement, un grand texte, et ce que le Canada est en train de réfléchir en ce moment au travers du projet de loi C27 au niveau fédéral, et le Québec a aussi mené des consultations publiques sur la question, notamment de l'encadrement. Et donc pourquoi est-ce qu'il faut une loi spéciale? Pourquoi finalement on ne peut pas se contenter du droit que l'on a déjà, puisque j'ai cité finalement la vie privée, les données personnelles, principe d'égalité et de non-discrimination, ce sont déjà des choses que l'on connaît bien sûr, et qui sont déjà protégées. Eh bien, ça paraît assez difficile de se contenter du droit déjà existant compte tenu des caractéristiques de l'IA et notamment des caractéristiques d'opacité que citait Jocelyn. Si on ne prévoit pas dans la loi des moyens peut-être d'expliquer, ou des moyens de transparence, des moyens de contrôle humain des systèmes d'IA, finalement on va avoir une IA opaque, une IA qui peut-être ne sera pas suffisamment contrôlée par l'humain. Et donc si on n'a pas un minimum d'exigence pour savoir comment l'IA doit se faire, ça risque de se faire au détriment des lois déjà existantes et puis surtout au détriment des intérêts humains. Donc on a besoin de poser des jalons et de poser des règles claires sur la façon de faire une IA acceptable socialement. Il faut aussi aller plus loin probablement et se demander si tous les systèmes d'IA, tous les usages de l'IA sont bons à prendre, et peut-être que dans les différentes possibilités, on doit aussi en exclure et décider de ne pas déployer certains systèmes d'IA, ou en tout cas certains usages, certaines finalités. Et donc c'est toute la question des risques que peut produire l'IA, dont certains pourraient être considérés comme socialement inacceptables. Et là, dans ces cas-là, on déciderait de ne pas déployer des systèmes d'IA. C'est ce que fait l'Union européenne en désignant 8 systèmes d'IA. Je ne vais pas vous faire la liste, je vais vous épargner, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, on interdit la notation sociale à la chinoise. Alors, c'est un peu le modèle, c'est un peu l'épouvantail, un peu exagéré, mais en tout cas, c'est le modèle qu'on ne veut pas en Europe. Et on interdit aussi un usage à grande échelle de la reconnaissance faciale dans les espaces publics par les forces de l'ordre, même s'il y a quand même un certain nombre d'exceptions. On interdit aussi des systèmes comme Clearview AI, qui est l'entreprise américaine qui a collecté des tas de visages sur Internet pour entraîner un système d'IA et pour vendre ensuite ce système d'IA de reconnaissance faciale aux polices. On interdit ce type d'usage, par exemple. Au Canada, dans le projet de loi C27 que je mentionnais, on n'a pas prévu d'interdiction, malheureusement, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être important parce que c'est un moyen pour une société aussi de fixer ses limites et de rappeler ses valeurs. Et je pense que le Canada pourrait avoir des choses à dire tout autant que l'Europe et sans doute même des choses plus spécifiques au plan culturel, par exemple, de diversité culturelle. Je pense que le Canada pourrait vouloir interdire certains usages ou certaines finalités. Et au-delà de cet exemple des risques inacceptables, ce que l'on peut retenir de ces législations, c'est précisément qu'on adopte une approche
approche par les risques avec une gradation de risques. Et donc, on va évidemment exiger certaines obligations, le respect de certaines obligations pour les systèmes d'IA à haut risque en Europe ou à incidence élevée, comme on dit au Canada. Je voudrais aussi vous donner un autre élément. Au-delà de ces types de législation fondée sur les risques, il y a aussi d'autres discussions dans d'autres États, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui mettent davantage l'emphase sur la sécurité de l'IA, alors AI Safety, et une dizaine de pays aujourd'hui veulent créer un institut d'IA, de AI Safety Institute, dont le Canada d'ailleurs, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France aussi. Là, l'idée est peut-être davantage de protéger les intérêts nationaux, la sécurité nationale, la souveraineté nationale, parce qu'on a peur des attaques cyber, notamment, de tout type d'attaques via l'IA. Et c'est aussi un enjeu effectivement important que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc, les deux démarches peuvent tout à fait aller ensemble. Mais en tout cas, c'est un petit peu ce qui se profile à l'échelle nationale, enfin, si on fait une comparaison des différents États membres. Et puis, j'en terminerai par là. Au niveau international aussi, les organisations internationales classiques comme l'ONU commencent à vouloir reprendre un petit peu le leadership qui avait été un peu délaissé jusqu'à présent. L'OCDE est très active aussi. Et également le Conseil de l'Europe qui a adopté un traité international de l'IA pour signature de tous les États membres du Conseil de l'Europe, mais aussi pour d'autres qui souhaiteraient rejoindre ce texte. L'UNESCO travaille depuis longtemps sur des principes éthiques qui intègrent une dimension culturelle. Donc, en résumé, on peut dire qu'aujourd'hui, on a conscience des enjeux, on pense que les règles déjà existantes ne suffisent pas, qu'elles soient éthiques ou juridiques, et donc il faut encadrer spécifiquement l'IA, que ce soit au niveau national ou international. Merci beaucoup, Céline. I have so many questions. Let's start with you, Céline. You mentioned about differences in regulation between North America and Europe. I would like to touch on another subject. What is the impact of AI on a global north-south inequalities? If you can talk a bit more of your work in that area and share with us your knowledge. Thank you. Merci pour la question. Il y a beaucoup de points de vue à avoir sur les relations Nord-Sud. Ce qu'on peut d'emblée dire, c'est que les Global South, j'aime pas trop le Sud global, j'aime pas trop cette expression parce que les réalités sont tellement différentes. Mais bon, admettons, prenons ce terme. Les États qui constituent ce Sud global aujourd'hui ont bien conscience des enjeux de l'IA et ne veulent pas se laisser distancier et ne veulent pas surtout se voir imposer des normes du Nord. Donc il y a d'ores et déjà un réveil dans les institutions internationales, ce qui est heureux. Et c'est vrai que là, il y a un double risque de colonisation, hein, disons-le, par la technologie et par la norme internationale. Donc c'est vrai qu'il est important que les États expriment non seulement le type d'encadrement qu'ils souhaiteraient avoir, mais plus encore, il est important que la société civile, les individus s'emparent de ces questions-là et puissent dire aussi quelles sont les problématiques auxquelles ils font face et est-ce que l'IA est utile pour répondre à leurs problématiques. Je pense que ça doit toujours être la première question pour tout le monde, pas que pour le Sud. Et peut-être que les problèmes sont spécifiques et peut-être que les solutions du Nord ne correspondent pas aux solutions du Sud. Au-delà de ça, on sait aussi que les données qui sont utilisées pour entraîner des systèmes d'IA, pour que le système soit efficace et qu'on puisse espérer une aide de l'IA, il faut que les données correspondent à la population à laquelle on va l'appliquer. Donc, il y a aussi une question de situation des données, de localisation des données, de situation de l'IA, pour reprendre l'expression de savoir situer de Sandra Harding. Mais c'est vrai que là, l'idée est quand même d'essayer d'apporter quelque chose de spécifique. Et donc, il faut évidemment que les pays du Sud soient impliqués dans les solutions qui leur seront appliquées. Je suis quand même inquiète, ça c'est le beau discours, mais je suis quand même inquiète parce que on voit aussi que le Sud sert souvent, malheureusement, à des tests des technologies, sert aussi à une possibilité de captation de données personnelles très facilement. Par exemple, au Sénégal, Microsoft propose des outils dans les écoles, des outils
des outils pédagogiques dans les écoles gratuitement en échange de la collecte des données des étudiants. Donc c'est quand même inquiétant. On sait aussi que les outils de surveillance, tous les États sont très friands des outils de surveillance en réalité, et les pays du Sud font pas exception. Et donc, du point de vue de la démocratie et du poids de certains gouvernements dans le Sud, on sait aussi que des partenariats ont pu être signés avec la Chine, pour ne pas la nommer, mais aussi avec les États-Unis, je veux dire, Palantir est partout. Donc, il y a aussi, voilà, on teste aussi des solutions dans des législations, dans des endroits où on sera moins surveillé, où les endroits où il y a peut-être des autorités de protection des données personnelles, mais qui sont pas très fortes. Et donc, les choses qu'on ne peut pas faire chez soi, on va les tester ailleurs. Et ça, c'est quand même regrettable, plus que regrettable. Merci beaucoup. A little follow-up on that, on your response and on the question. And this is to both of you, actually, more of an open question. So when Sustainable Development Goals were developed, AI was not really in the picture that much. It was still a technology that existed, but it was not as high of concern as it is now. And how do you think it can be incorporated now? Because, SDGs are for 2030. Can we really wait to 2030 until we start bringing this into discussion? And if not, how can we start incorporating it now already? Both from the perspective of inequality, but also from perspective of access to digitalization and technology, which is another topic, right? So can we, what is your opinion on that? How can we incorporate that? Yes, thank you for the question. Yeah, it's not an easy one. Fortunately, there are an increasing number of researchers, right, working on AI for reaching our sustainable development goals, but also about the environmental impacts of current AI technologies, right? And as with regard to other societal issues related to AI, I think that we should start from a position of open-mindedness and look at the actual uses and effects, impacts of AI technologies. Okay, so in that space, many are saying, well, yeah, we can surely use AI to reach our targets, right? So one thing that machine learning is good at is at coming up with predictive algorithms, right? So that could be used to predict when a particular building will need more energy, but when can we reduce also the energy that is being consumed and used in buildings such as this one, so that we optimize, right, how we consume energy. So that's very promising, and I hope that researchers are hard at work, coming up with actual algorithms that we can use to consume less energy. But right now, how much of these systems are actually being used and deployed? We hear about them, but they are not being deployed at a large scale, but I hope that we will get there. And AI can be used in other ways also, right? I think that you alluded to it, so we can use them to predict, where we should plant more trees, or where it's more likely that we'll have fires, right, in forest, or we can use them like machine vision algorithms to kind of track and monitor endangered species and come up with better policies to protect them. So these are all cool applications, right? But it looks like the scale is not at all at where it should be with regard to the needs that we have. But on the other end, right, being open-minded but also realistic, we need to acknowledge that now we need tremendous amount of energy just to train one large language model or another, any kind of deep neural networks, right? You need lots of energy to train them, to have your data centers. Even in hydroelectricity-rich Quebec now, we cannot really have new data centers, right? We don't have the capacity. So that's one thing. Just can the AI sector offset, the energy consumption? That would already be huge, but we're not there yet. And the other aspect is that it's not a fully dematerialized,
sector of the economy, right? You need all these powerful chips. You need very powerful super computers. You need the hardware, and very often the natural resources are extracted in the global south with workers that are being exploited and so on. So right now, I don't think that the picture is very positive. I hope it will become more positive as we move along, but I think that again the priority is how to reduce that cost and that these environmental impacts, and as of yet we're not there yet, I think. Oui, je suis bien d'accord avec ce que Jocelyne vient de dire, et j'ai un peu l'impression qu'on a des politiques environnementales et des politiques de l'IA, et que finalement, oui, on va évoquer de temps en temps la problématique, bien sûr, des ressources, surtout pour des raisons géopolitiques, parce qu'on a besoin d'aller extraire des minéraux ailleurs, ou parce qu'on a besoin des microprocesseurs qui se trouvent dans d'autres pays. Donc ça génère une vision un peu géopolitique, un peu plus globale, et du coup environnementale que ça peut représenter. Mais j'ai pas l'impression qu'on fasse assez d'efforts pour relier les sujets, et peut-être pour avoir plus d'exigences, notamment sur les acteurs les plus puissants, parce que finalement, si on attend trop pour avoir ces obligations, des obligations, par exemple, de minimiser l'utilisation des ressources, par exemple, si on attend trop, ça veut dire que les acteurs dominants seront déjà suffisamment riches, sont déjà suffisamment bien installés, et donc pour eux ce sera pas très difficile de répondre à des nouvelles règles. On le voit systématiquement, alors que des nouveaux acteurs, des acteurs plus petits, risquent de disparaître. Donc c'est toujours une question, attendre des réglementations, il faut toujours se dire que ça encourage toujours les premiers, c'est toujours la prime aux leaders. Donc il ne faut pas perdre de vue que si on attend trop et si on ne pose pas des exigences dès maintenant, voilà, on aura du mal à avoir une diversité des leaders, parce que ça coûtera trop cher de se mettre en conformité, alors que si le marché s'organise d'emblée avec des exigences environnementales, ce sera plus facile de s'adapter, parce qu'on l'intégrera dès le départ. Et j'ajouterais que dans ces politiques publiques, donc environnement, il y a aussi des encouragements financiers, fiscaux, et des encouragements en recherche. Peut-être aussi qu'on peut mettre plus de ressources pour encourager des modèles qui consommeraient moins, pour encourager des réflexions sur des systèmes d'IA moins gourmands, ou qui répondraient peut-être à des questions plus pointues, plutôt que de vouloir faire large, d'avoir ces modèles à usage général, et donc par définition qui servent à tout. Mais la puissance que cela implique pose quand même la question d'autres choix, d'avoir peut-être une IA un peu plus spécifique d'orfèvrerie. Et c'est vrai que c'est ce modèle, un peu ce modèle américain, parce que c'est très dominé par des entreprises américaines. C'est aujourd'hui ce modèle qui a pris le marché, mais on devrait peut-être, tant qu'il est encore temps, essayer de réfléchir à d'autres types d'IA, et à financer des recherches, et à encourager fiscalement, encore une fois, des startups ou des équipes de recherche qui essaient de penser autrement. Merci beaucoup à vous deux. You touched so many very important points and very close to my heart. And I will close with that and give to the audience. But one quick remark. It's interesting you spoke about the energy, the carbon intensity of certain applications, and for our audience, most of the carbon intense applications are related to large language models such as ChatGPT. But actually positive application of AI such as for climate change, most of them are actually not that carbon intense. And so it's very interesting you spoke about this, and I couldn't resist jumping on that. And a great example of, we have a Montreal-based company, Whaleseeker, that is, they're doing incredible work for protecting biodiversity of mammals, and is one of the amazing companies of Pride of Montreal, and I couldn't resist mentioning that. And so I will give the floor to audience now, and then have a few more questions if we have time in the end, but let's see the audience first.
No one wants to break the ice? Well, maybe I can... Oh, yeah, there you go. You want me to see all my questions now? He wants to go. So, it's not more of a technology-oriented question, but I feel that much of our society or civilization is built based on jobs, and I feel even the current advancements in AI would take away much of the jobs, and I know that the more we get equipped with AI, it presents more opportunities. But for example, my father still haven't learned how to use mobile. I haven't learned how to use Instagram still. So I think there is a learning curve that is not going to change for humans. You know, how, okay, my question is more on what are the initiatives that's happening towards this space, you know, so that it's most these advancements are more sustainable. I mean, if I make sense with that question. I can take it. Should I answer now? Yeah. Okay. All right. Thank you for your question. And I had to find out about Instagram in the past few years because of my kids, basically, and I can assure you that you're not missing out on anything valuable or important as far as I can tell. Quite the opposite. But more seriously, yeah, it's a very good question, and the way that you answer it, especially about the impact of AI on work, on the place of work in our life, on the availability of good, well-paid jobs. It really depends on your attitude towards, future development of AI. So again, to refer back to Jeff Hinton, he in that same interview said that we will soon be out of work, all of us, basically. So not only those who doing like manual physical labor, but also those who are doing cognitive labors. I disagree with him, right? When you look at the limitations of the best AI models now, it tells us that we're not about to being replaced. Of course, there can be a few exceptions. Some of us are more vulnerable here and there, but overall, I think that the most likely impact is that in many areas, AI will be integrated in the job market, in the work environments, and many of us will have to learn how to work with AI. But because there are things that AI does well and things that it doesn't do well, in many cases, it can augment our capacities, but we need to keep control, maintain control, and human expertise and judgment is still required to make sure that we're able to see, okay, so that's just a confabulation made by the large language models, or that outcome is actually, it comes from a bias against a group, or having the capacity to explain and justify our decisions, and so on. So in many different ways, human intelligence is still required. So I think that it's more about how do we learn to work with AI so that it augments our capacities, but that we're aware of its limitations also. And just to conclude, if we rely blindly on the large language models, we will often be deceived because the answers are always very plausible, right? They're so well structured and expressed. But if we don't know a subject area, we will not know that it's actually, false, inaccurate, or not specific enough, right? So I keep saying we need to keep cultivating human expertise and judgment, because it's simply not true that the best AI can replace human intelligence as we speak.
Ouais, je voudrais simplement rajouter que je suis encore une fois d'accord avec Jocelyn, et pour avoir un vrai contrôle humain, effectivement, il faut garder une expertise, et tout un champ de recherche et d'expérience se développe qui concerne justement l'interaction humain-machine, et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait ce à quoi on doit penser. Qu'est-ce que l'humain fait le mieux et qu'est-ce que la machine fait le mieux. Au-delà de ça, je pense aussi qu'il faut faire attention de ne pas déléguer des tâches intéressantes. Un professeur de Columbia, Tim Wu, disait il y a quelque temps à propos du droit, des professions légales, de plus en plus d'outils intègrent de l'IA parce que ce sont des métiers très documentaires, donc c'est sûr que l'IA est très utile pour faire de la recherche, pour trier des dossiers, chercher des éléments de preuve, etc. Donc c'est tout à fait utile. Mais par exemple, ce serait quand même dommageable de déléguer à la machine la stratégie juridique, parce que ça, c'est quelque chose qui nous stimule intellectuellement. Et c'est assez facile finalement, comme on pourrait poser la question à un modèle de langage, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Et puis il nous donnerait plusieurs façons de faire. Bon. Et ça deviendra un peu de la paresse intellectuelle de notre part. Et donc je pense qu'il faut quand même continuer non seulement à être formé, à avoir un regard critique et à garder l'expertise, mais aussi à garder l'intérêt de notre travail, parce que si on est juste là pour contrôler ce que fait l'IA ou à labelliser des données, enfin de labelliser des informations, c'est vraiment plutôt triste d'être humain dans ce contexte-là. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on garde la part intéressante de nos métiers. Merci beaucoup à vous deux. Je pense dans notre question. Another question? Dr. Kasitz-Renard, you mentioned the diversity of organizations and how that's important in the field of AI. But I feel like the government investments into AI, including all our research institutions, are going into the technology, but not into the different organizational forms. Like, can we have more nonprofit AI development organizations, cooperatives, collectives, data trusts? The government does not want to invest in the organizational forms and research on those organizational forms. C'est une bonne question. La part de financement des gouvernements et les choix qui sont faits, je peux parler de ce que je connais. Je connais un petit peu plus le financement français en ce moment parce qu'il vient d'y avoir une annonce du gouvernement Macron qui en réalité n'est pas une annonce très très forte pour l'IA. Le montant du financement est plutôt faible parce que c'est une période où finalement les ressources budgétaires des États sont quand même assez limitées et je pense que les priorités en France vont ailleurs, notamment sur tout un tas de constructions dans le cadre des JO 2024. Pour le gouvernement canadien, pour toute proportion gardée, je trouve que l'investissement est plus élevé. Je pense aussi, et là, on est enregistré, tant pis, je pense qu'il y a toute une stratégie pan-canadienne de l'IA qui est mise en œuvre par CIFAR au sein de 3 instituts d'IA. Et aujourd'hui, pour la part recherche, c'est surtout le MILA, je pense que je me trompe pas en le disant, à Montréal, qui reçoit la part la plus importante. Les 2 autres instituts, à Edmonton et à Toronto, l'Institut Vecteur en particulier, sont peut-être plus soutenus par des entreprises, ou en tout cas c'est plus on encourage plus l'IA industrielle ou les applications, mais en tout cas la partie recherche me paraît quand même plutôt située à Montréal. En tout cas, tous les gouvernements, je pense que ça c'est un peu ce qu'on peut dire de manière générale, et je pense que c'est vrai aussi aux États-Unis et ailleurs, tous les gouvernements essaient d'encourager les partenariats publics-privés, donc faire en sorte que les chercheurs, que la recherche fondamentale puisse devenir de la recherche appliquée et puisse être opérationnelle pour les entreprises locales, et qu'il y ait un retour sur investissement, si je puis dire, pour les entreprises locales et pour ultimement pour la population. Ce qui n'est pas facile, parce que un peu partout, ce qu'on constate, c'est que dès qu'il y a une entreprise qui marche bien, une start-up qui marche bien, elle a quand même tendance à être achetée par des plus grandes entreprises, surtout américaines. Et on a ce grand débat
débat en ce moment en France parce qu'il y a un modèle de langage Mistral AI que vous connaissez peut-être qui menace, entre guillemets, de quitter la France et l'Europe parce qu'il n'y a pas les moyens, on n'a pas de business angel, on n'a pas le passage à l'échelle nécessaire. Et ça fait partie des discussions en Europe de créer un marché des capitaux pour pouvoir être à la hauteur du financement supérieur nécessaire qu'on trouve plus facilement aux États-Unis. Donc il y a vraiment beaucoup de questions et beaucoup d'éléments de réponse, mais c'est vrai que c'est un jeu international et dès qu'une entreprise marche bien et un bon produit, la tendance est quand même d'aller voir les Américains pour avoir un meilleur financement. Mais je pense que voilà, d'autres réponses. Oui, c'est ça. We're running out of time, but I want to mention that Mila is one of the, like Céline says, AI Research Institute. We're a non-profit. The other one is Vector in Toronto, and in Alberta it's Emmy. And like I said, Mila is a non-profit organization, and we do different type of research in health, in environment, where I'm specializing, and also applied research. So, and of course, the focus of Mila specifically is on bringing AI for humanity. So, hence non-profit. So, thank you, Céline, for saying it. I want just to mention that it's important to know that we do have that capacity in-house in Montreal, and a lot of wonderful computer scientists and also non-computer scientists who are doing a great job. I think we're running out of time, so we're actually out of time. So with this, I'd just like to thank you, Jocelyn, thank you, Céline, for a wonderful discussion and bringing your passion today to this floor. And thank you to audience who asked questions and those who are tuned in online. With this, I give the floor to Annie. Merci. Merci beaucoup à nos panélistes, Jocelyn McClure, Céline Castet-Renard et à notre modératrice, Anna Vartanian, pour cette conversation qui a suscité la réflexion. On behalf of the Federation for the Humanities and Social Sciences and McGill University, thank you to the Big Thinking Series leading sponsors who've supported this event, the Canada Foundation for Innovation and Universities Canada. If you would like to revisit the conversation, the video will be available on the Congress platform in the coming days, where you can view it until July 31st, 2024. Today's conversation is the first in the Big Thinking events at Congress 2024. I trust you found this conversation as enlightening and thought-provoking as I have, as we have continued to reflect on the theme of sustaining shared futures. The next Big Thinking panel, Sustaining Culture, by Janine Elisabeth Metalik, Ryan DeCare, and Mesquan Quad Rice, will take place Sunday, June 16th from 12:15 to 1:15. As Congress continues, you can participate in the conversation on social media using the hashtag Congress with an H at the end. I also invite you to fill out a short survey on your experience at today's Big Thinking lecture using your mobile device. You can scan the QR code on the screen behind me or on the signs posted at the door to share your feedback. Merci à toutes et à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Je vous invite à profiter du reste de votre journée et des sessions à venir au sein du Congrès. Merci beaucoup.